Précédemment, dans Cartel Nord. Une dizaine de perquisitions sont lancées. Au sommet de la pile, un objectif prioritaire, le chef de réseau présumé. Sous l'impact des balles, le pare-brise explose. Le conducteur est blessé à l'épaule. Miraculeusement, le chef de réseau, lui, s'en sort presque indemne. On tremble un peu parce qu'on se dit, mince, ça serait quand même dommage de perdre la tête de réseau. Courant mai, la police judiciaire intercepte une conversation entre le patron du réseau de la Tourka et son plus proche lieutenant. 25 décembre 2023, Nordine Achouri est assassiné dans un règlement de compte. C'est la chute d'un des plus grands caïds de Marseille. Un narcotrafiquant de grande envergure, cible prioritaire 10 ans plus tôt des enquêteurs de la police judiciaire dans leur incroyable enquête pour démanteler le réseau de la Tourka. Malin, discret, méfiant, celui que l'on surnomme Nono aura d'abord su masquer aux policiers son rôle de chef de réseau. Mais les enquêteurs, déterminés à le coincer, utiliseront alors tous les moyens possibles pour prouver d'une manière ou d'une autre son implication dans le trafic. Bienvenue dans la 3e saison de Cartel Nord, plongé dans les coulisses d'une enquête de police sans précédent. Un podcast original, La Provence. Épisode 5, la chute de Nono, le boss de la Tourka. 22 novembre 2012, quelques mois après le début de l'enquête sur le réseau de la Tourka, un renseignement anonyme dévoile l'identité de son patron. Ce renseignement, rapporté dans un procès-verbal, désigne Nordine Achouri, 31 ans, comme le boss du plus grand supermarché de la drogue de Marseille. Sommes informés ce jour, par une personne désirant garder l'anonymat, qu'un trafic de stupéfiants, en l'espèce cannabis, s'opérerait dans la cité de la Castellane. Ce réseau appartiendrait notamment à Achouri Nordine, surnommé Nono. Ce dernier serait très prudent et circulerait à bord de véhicules de location. Cible numéro 1, cible prioritaire, la police judiciaire met alors tous les moyens pour obtenir les preuves matérielles de son rôle de chef du réseau de la Tourka. Mais après plusieurs semaines de traque, les policiers se heurtent à un mur. Écoute, filature, surveillance, aucun indice ne ressort. Il a tout délégué à des lieutenants et c'est eux qui ont vraiment la main dans le cambouis et qui reçoivent les instructions et qui agissent. Le commissaire divisionnaire Sébastien Letard est chef de la division stupéfiants de la police judiciaire de Marseille. Il a tout structuré son organisation et comme il était quand même souvent à la Castellane, il regardait un peu comment ça rentrait, mais il n'avait plus besoin de parler sur les écoutes ou d'aller lui-même sur les points d'île pour voir le fonctionnement. Il savait qu'il avait confiance en ses lieutenants. Cette discrétion, cette capacité à ne pas se compromettre, laisse peu de doute aux enquêteurs. Ils ont affaire à un chef de réseau d'un niveau supérieur. Il est poli surtout, il est poli, courtois, il percute vite. Il percute vite sur les choses, il était assez intelligent. Ouais, non, c'est un mec qui est pas con. Il était connu comme ça aussi sur la Castellane. C'était quelqu'un qui était quand même assez intelligent. Malin, intelligent, l'enquête de personnalité réalisée peu de temps après son arrestation confirme alors ses traits de caractère. Au fil de notre entretien, nous avons noté un comportement avenant. Nous avons noté aussi un individu rusé, malin et combinard. Il agit en bon professionnel de la délinquance. Il sait faire la différence entre ce qu'il est bon de dire et ce qu'il n'est pas bon de dire. Il a la manière pour établir à son avantage la relation avec son interlocuteur. Loin de l'image du narcotrafiquant tête brûlée et redouté, Nordine Achouri dénote dans le milieu des stupéfiants. Sa capacité à se fondre dans le décor, à s'impliquer dans la communauté, marque ceux qui le côtoient. Il était plutôt présenté comme quelqu'un de souriant, affable, généreux, qui donnait de l'argent à droite à gauche, mais qui voulait pas qu'on le sache. Marie-France Etchegouin est journaliste et auteur du livre Marseille, le roman vrai. Certains m'ont dit donner de l'argent à des associations, d'autres pour des fêtes de famille, pour des concerts de jeunes, ou quand des familles étaient dans le besoin. Mais chaque fois que je demandais des précisions, ça restait vague. J'ai posé aussi la question à des animateurs, des gens... Là, c'était immédiatement le blocage, ou on ne sait pas, ou ça ne m'a jamais été confirmé officiellement. Ce que je peux dire, en tout cas, c'est qu'il avait cette réputation, et je ne suis pas certaine que ce soit la réputation de tous les trafiquants, même si tous
doivent essayer de se mettre bien avec les habitants ou un certain nombre d'autorités sur place. En tout cas, lui avait cette réputation. Si côté pile, Nordine Achouri apparaît donc comme le citoyen modèle, côté face, les écoutes téléphoniques laissent entrevoir une autre facette de sa personnalité. Preuve, avec cette écoute interceptée le 3 juin 2013, grâce à la sonorisation de son véhicule, il est 7h du matin, Nordine Achouri appelle un de ses lieutenants pour le recadrer. Oh petit con, reste tranquille. Ferme ton cul, ferme ta gueule, je t'ai dit. T'as rien compris toi encore. Aussi virulent soit-il, cet échange ne permet pas de raccrocher directement Nordine Achouri au trafic, mais dévoile un caractère autoritaire. Pendant des années à la Castellane, ça a été extrêmement calme, extrêmement organisé. Et pour avoir un réseau qui est constitué de 15, 20, 25, 30 personnes, c'est comme une petite boîte. À un moment donné, il faut quand même une organisation, une hiérarchie et une autorité. Romain Capdepont est journaliste à la Provence, chef adjoint du service reportage. Et dans ces réseaux, il y a un côté presque un peu mafieux. Il y a un chef qui doit être respecté. Et pour se faire respecter, à un moment donné, il faut qu'il gueule. En l'occurrence, Achouri, je n'ai pas à souvenir qu'il ait été extrêmement violent avec ses employés, entre guillemets. Il y avait une vraie autorité naturelle, un charisme naturel. Et clairement, ses écoutes montrent qu'il menait sa barque, que dès que certains faisaient un petit pas de côté, il les remettait dans le droit chemin. Et c'est ce qui a fait son succès, entre guillemets, à une époque. C'est que c'était carré. Il savait où il allait, il payait aussi très bien ses employés. Ça fait partie aussi, mais comme un vrai chef d'entreprise, autorité, rémunération conséquente, et il arrivait à acheter une espèce de paix sociale dans ce réseau. Faut pas oublier que c'est des réseaux qui sont constitués de gamins. C'est des gamins qui ont 17, 18, 19 ans, qui sont fougueux, où il y a beaucoup de fierté, de réputation. Il y a plein de sentiments dans la tête de ces gamins de cité qu'il faut aussi arriver à contrôler et à gérer au jour le jour. Début janvier 2013, après plusieurs semaines d'investigation sur Nordine Achouri, les enquêteurs ne sont donc pas parvenus à réunir les preuves matérielles de son implication dans le trafic de drogue à la cité de la Castellane. Pour le coincer, les policiers vont alors changer de braquet et adopter une nouvelle stratégie. L'objectif est de récolter des éléments indirects permettant de relier Nordine Achouri au réseau de la Tour K. Alors Nordine Achouri, donc il apparaît pas directement dans le trafic, et je dirais c'est un petit peu comme Al Capone, quoi, puisqu'il n'avait pas ses paluches, ni son ADN, ni sa présence sur le point de vente, que personne n'osait le citer, qui n'était pas rattaché dans les comptes. Karine Sabourin est juge d'instruction au tribunal judiciaire de Marseille, et c'est elle qui a instruit le dossier de la Tour K. C'était un peu le fantôme dans l'affaire, et pourtant il apparaissait partout, et les policiers avaient la conviction que c'était le chef. Une conviction, mais pas de preuves directes. En revanche, les écoutes de ces lieutenants et de ces hommes de confiance, elles, se révèlent plus fructueuses. Exemple, avec un échange téléphonique dans lequel la maîtresse d'un de ses bras droits l'implore d'arrêter le trafic et de sortir de l'ombre de Nordine Achouri, laissant ainsi supposer qu'il est bien le chef du réseau. D'écoute en écoute, les enquêteurs parviennent alors à accrocher indirectement Nordine Achouri aux autres membres du réseau. En parallèle, une autre méthode d'enquête est utilisée. Les policiers décident de suivre ses mouvements financiers. Ces gros trafiquants, c'est pas eux qu'on va voir au contact dans le deal, c'est pas chez eux qu'on va trouver de la drogue. Si vous voulez les coincer, c'est par leur train de vie. Jacques Dallest est alors procureur de la République de Marseille. Alors c'est pas des délits qui sont punis de peine extraordinaire, mais ça peut être pour blanchiment d'argent, pour recel de quelque chose, pour non-justification de ressources. Moi, je vais toujours dire qu'il vaut mieux ça qu'une hypothétique mise en examen pour complicité d'assassinat qu'on aura du mal à établir. Il vaut mieux travailler sur leur train de vie. Et on l'a fait à plusieurs reprises avec quelques bonnes figures du banditisme à l'époque, sur Marseille, du grand banditisme. Regardez leurs dépenses, parce que c'est difficile de ne pas profiter de ces sous. Sauf quand on est encore une fois le parrain italien qui vit de quelques figues ou quelques olives. À un moment, vous gagnez de l'argent et on veut flamber, quoi. Pour le coincer sur son train de vie, les enquêteurs s'appuient sur un service spécialisé capable de suivre avec précision les dépenses des trafiquants. Le 3 janvier 2013, ils saisissent donc le GIR PACA, le groupement interministériel de recherche.
Le GIR, concrètement, c'est un peu la botte secrète de la PJ. C'est-à-dire que quand on a bossé 6 mois, 9 mois, 1 an sur un délinquant, sur une équipe, sur un organigramme, et qu'on a du mal à les relier, qu'on a du mal à prouver qu'un chef de réseau est bien le chef de réseau, à un moment donné, il faut passer par la fenêtre, entre guillemets. Et donc, la fenêtre, ça peut être tout l'aspect financier, tout le volet, toute la surface financière de ce délinquant. Et le GIR est là pour ça. C'est un groupe qui est constitué de policiers, de gendarmes, de douaniers, de fonctionnaires de l'URSSAF, des impôts. Et là, l'idée, c'est vraiment d'arriver à prouver par A plus B que les revenus, le train de vie du délinquant n'ont rien à voir avec ses revenus. Et à partir de là, on arrive sur la non-justification de ressources. Et forcément, cet argent, il ne tombe pas du ciel, il vient bien de quelque part. Stratégie payante. Après plusieurs mois d'investigation, le GIR PACA conclut sans détour que Nordine Achouri a un train de vie disproportionné par rapport à ses revenus. Palace, casino, voiture de luxe. Sans emploi déclaré depuis 2002 et officiellement domicilié chez ses parents, Nordine Achouri mène la vie d'un millionnaire. Il avait un peu la folie des grandeurs. C'était un homme qui aimait bien les belles choses. C'était pas très difficile d'observer son train de vue qui était très ostensible et qui n'était pas forcément un investissement immobilier. Il avait une montre Rolex. Ensuite, il avait 27 000 € de pertes au jeu en 1 an. Donc, il ne pouvait pas nous dire qu'il avait un gain net au jeu. Les policiers avaient fait le tour des casinos dans lesquels il était passé, les casinos du Sud-Est. Et puis, on avait répertorié un certain nombre de week-ends dans des grands hôtels, à Nice, à Monaco. Grand Prince, comme il était avec sa petite copine de l'époque, qu'il aimait authentiquement, je crois, parce qu'il lui a donné beaucoup de choses. D'ailleurs, il a gratifié ses comptes en banque de beaucoup de versements en espèces aussi. Or, cette fille n'avait aucun revenu. Donc, c'était également un élément de train de vie et de gain de la part de Achouri. En plus de ses séjours de luxe, Nordine Achouri s'adonne également à des activités coûteuses comme le ski ou le golf. Au Pen Mirabeau, au nord de Marseille, le narcotrafiquant possède même un cheval d'une valeur de 5 000 €, comme le révèle la journaliste Marie-France Etchegouin. Il y a l'histoire du cheval aussi, ce cheval qu'il avait au Pen Mirabeau, en pension dans un centre équestre. Et il disait toujours que au centre équestre, on était étonné que quelqu'un des quartiers puisse avoir un cheval, etc. Donc je crois que c'est lui qui s'en occupait vraiment, qui le brossait, qui le nettoyait. Et il disait c'est ma thérapie. Voilà, il y avait un côté un peu étonnant comme ça. Mais je pense qu'il en jouait beaucoup aussi. En plus de ses dépenses, le suivi des mouvements financiers par le GIR révélera également différents types d'investissements. Nordine Achouri détient des parts dans 2 restaurants et a acheté un terrain dans la commune d'Allo, au nord de Marseille. Près d'1 an, après le début des investigations, les enquêteurs sont donc parvenus à accumuler un faisceau d'indices pouvant potentiellement relier Nordine Achouri au réseau de la Tour K. Malgré ses premières réussites, les policiers n'ont toujours pas de preuves directes et concrètes de son implication et continuent donc à mener leur enquête. Problème, celle-ci va se complexifier encore plus. Nordine Achouri se doute d'avoir été placé sur écoute et que le GIR travaille sur lui. Le trafiquant ira même plus loin, jusqu'à rencontrer un avocat pour préparer son éventuelle arrestation. Dans cette affaire-là, mon client avait dû avoir vent de quelque chose parce qu'il était venu et il m'avait dit « Je sens que je vais être arrêté, il va y avoir un problème. » Philippe Voulant est avocat, c'est notamment lui qui a défendu Nordine Achouri. Mais il m'en avait pas dit plus, c'était mystérieux. Il voulait même me payer d'avance, ce que j'avais refusé. J'ai dit, mais écoutez, vous n'êtes pas superstitieux, vous, mais il n'en est pas question. Et si dans 6 mois, dans 1 an, tout se passe bien, qu'est-ce qu'on fait ? Non, ça, je ne pratique pas comme ça. Le 10 avril 2013, un nouvel événement va définitivement marquer un tournant dans l'enquête. Nordine Achouri échappe alors à une tentative de règlement de compte. Pour les enquêteurs, c'est l'alerte de trop, il faut intervenir et l'arrêter. Mais une question se pose. Ont-ils récolté suffisamment d'éléments pour justifier son interpellation et prouver qu'il est bien le chef du réseau de la Tour K ?
Donc, si vous voulez, la tentative de règlement de compte, ces liens incessants avec Boudère, qui était son lieutenant. Boudère, c'était son conducteur. C'était lui qui payait la pension de son cheval quand il oubliait de la payer. C'était lui qui faisait toutes les courses, c'est lui qui s'assure également des armes. Et on y a une conversion sur les gilets pare-balles. Nordine Achouri est dans la voiture. C'est lui qui lui sert de conducteur. Donc, on peut pas avoir à son service un lieutenant comme ça sans payer son lieutenant par quelque chose. Et comme Boudère était complètement immergé dans le trafic, et comme Nordine Achouri était par ailleurs effectivement l'objet de tous les renseignements anonymes, et qu'il assumait sa position finalement de leadership, on l'a coincé un peu comme ça. Pendant plusieurs mois, les enquêteurs, sans parvenir à réunir des preuves concrètes de son implication dans le trafic, ont cependant compilé un faisceau d'indices suffisant pour le compromettre. Le 17 juin 2013, lors de l'opération Château, Nordine Achouri fait donc bien partie de la vingtaine de membres du réseau interpellés par la police judiciaire. Une nouvelle page de l'enquête s'ouvre alors, c'est la phase de l'instruction, celle qui permettra ou non de confirmer l'implication de Nordine Achouri et des autres prévenus dans le réseau de la Tour K. Un nouvel épisode de Cartel Nord chaque mercredi sur les plateformes d'écoute habituelles. Cartel Nord est un podcast original La Provence. Retrouvez tous les autres podcasts sur laprovence.com.